Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1 midi. Alors ravi de vous accueillir. Et aujourd'hui c'est mercredi, c'est la journée des enfants, mais c'est aussi la journée des animaux sur IDF1. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir, d'accueillir comme chaque semaine Yves Layani, notre vétérinaire à nous d'IDF1 que vous connaissez très bien et qui a la gentillesse de venir avec Michael Luxembourg, je vais y arriver, qui est également vétérinaire bien entendu, et nous allons parler ensemble des vétérinaires à domicile. Donc vous êtes en fait urgentiste à domicile. Voilà, tout à fait. En fait, je travaille pour un service qui est le service d'urgence vétérinaire à domicile de la région parisienne. Pour schématiser et être, on va dire, être relativement simple, c'est un service qui joue un petit peu le rôle de SOS médecin et du SAMU, mais pour les animaux. Voilà. Donc on intervient directement chez les propriétaires d'animaux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est du boulot. Partout. C'est du boulot, ouais, tout à fait. Alors je vais rappeler le numéro de téléphone si vous avez une question à poser, 0892 780 777. Alors pourquoi fait-on appel à des vétérinaires à domicile? Dans quelles circonstances? Quand l'animal est trop gros, un éléphant par exemple, on a à la maison, un hamster. Si l'éléphant rentre pas dans la voiture, on peut nous appeler. Sinon, plus classiquement, on est vraiment un système d'urgence, c'est-à-dire qu'on intervient principalement quand les vétérinaires habituels sont fermés. Donc la nuit et le week-end. Alors il y a quelques cliniques qui sont ouvertes comme la tienne, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Malheureusement pas dans tous les quartiers. Tout à fait. Donc, et toutes les personnes ne peuvent pas se déplacer, toutes les personnes n'ont pas de voiture, donc c'est le cas, c'est en général en urgence. Ou des personnes âgées qui paniquent. Ou les personnes âgées qui peuvent pas se déplacer, soit parce qu'elles ne sont pas véhiculées, soit parce que l'animal est potentiellement, ou intransportable. Voilà, si l'animal est vraiment blessé, si l'animal a un problème respiratoire, c'est pas toujours un accident, il se casse quelque chose. Voilà, un accident de la route, ça peut être tout ce qui peut arriver à un animal potentiellement en urgence. En tout cas, on peut nous appeler et un vétérinaire se déplace dans les plus brefs délais. D'accord, donc dans ces cas-là, quand vous vous déplacez, vous faites les premiers secours. Vous ne pouvez pas opérer, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire, vous faites les premiers secours. Est-ce que des fois vous pouvez faire les premiers secours et après vous appelez une ambulance Parce que je crois que c'est les taxis en fait qui servent un peu d'ambulance, c'est les taxis canins en fait. Alors en fait nous on peut transporter l'animal s'il est nécessaire de l'hospitaliser. Dans votre voiture, dans votre véhicule. Voilà, dans notre véhicule. On sait que, par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure, nous on gère l'urgence de première intention. C'est-à-dire que l'idée c'est de stabiliser l'animal, de régler le problème, sachant que le suivi sera fait par le vétérinaire traitant qui suit habituellement l'animal. Donc une fois que l'urgence de première intention est gérée, on sait que l'animal peut attendre le lendemain, on lui laisse un traitement au moins pour attendre jusqu'au lendemain, et ensuite le lendemain, s'il y a une chirurgie, s'il y a des soins à faire, on attend l'ouverture du vétérinaire habituel. Vous stabilisez. On le stabilise. Mais par rapport à ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure, on peut quand même préciser que sur un animal qui est par exemple blessé, Michael peut très bien intervenir, anesthésier l'animal, faire sa chirurgie, réparer la truc, et puis l'animal est guéri, c'est-à-dire qu'il fait un acte complet. Alors évidemment après, il va en référer au vétérinaire traitant habituel finalement de cet animal, mais il aura fait quand même un acte. C'est pas juste un petit soin d'urgence, ça peut être vraiment une thérapie définitive d'un problème important. D'accord. Voilà. D'accord, si on ne peut pas attendre, on le fait. Si on ne peut pas attendre, on le fait, en tout cas on fait ce qu'il faut. Si vraiment on est obligé d'hospitaliser l'animal parce que sa vie est en jeu, en général c'est pour ça, dans ce cas-là on peut prendre l'animal et l'emmener dans une structure qui sera ouverte 24 heures sur 24, comme la structure d'Yves par exemple. Voilà, oui. Il y a combien de cabinets vétérinaires qui sont ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ? Il y en a un dans chaque arrondissement ou pas du tout? Ça ne veut rien dire, c'est pas... Sur Paris, il doit y en avoir 6 ou 7, je dirais. Ah, c'est tout, sur tous les arrondissements de Paris, il n'y en a que 6 ou 7. C'est vraiment ouvert 24 heures sur 24, c'est un gros travail, quoi. Bien sûr. Au niveau de la gestion du personnel, au niveau de la gestion des urgences, tout ça, c'est quand même une grosse organisation nécessaire. Donc c'est vrai que, en général, ce sont des grosses structures qui peuvent se le permettre. D'accord. Et c'est vrai qu'encore une fois, finalement, à Paris, tout le monde n'est pas véhiculé, donc on est très complémentaires sur ce point, c'est-à-dire que nous, on peut se déplacer. S'il faut prendre l'animal pour l'hospitaliser, on peut le faire également. Donc, on travaille vraiment en synergie. Le premier réflexe, on a un animal, je ne sais pas, je donne un exemple, il peut respirer, il a une insuffisance respiratoire, on appelle son vétérinaire. Les vétérinaires, mais si c'est en pleine nuit, si on n'a pas les coordonnées, comment fait-on? Parce que moi, par exemple, je ne connaissais pas ce type de service. En général, la plupart des vétérinaires qui sont fermés la nuit transfèrent leur ligne sur les urgences vétérinaires. D'accord. Donc, le propriétaire d'un animal qui est malade fait le numéro de son vétérinaire. Fait le numéro de son vétérinaire. Il tombe sur un standard, donc le standard des urgences. Donc sur le standard des urgences, on a des infirmières vétérinaires qui répondent et toujours un vétérinaire régulateur qui est là pour gérer vraiment les aspects médicaux. À partir de là,
soit il faut qu'on intervienne, auquel cas on envoie un vétérinaire directement en intervention, soit on peut donner quelques conseils pour que les propriétaires attendent la réouverture jusqu'au lendemain, en fonction de la gravité de la situation. Vous faites sur une nuit, vous faites combien d'interventions en moyenne? C'est assez variable, mais sur Paris et la région parisienne, sur notre périmètre d'intervention, on va dire une quarantaine, cinquantaine. Dans la nuit? Dans la nuit, oui. Vous? Non, notre équipe. Ah, l'équipe, qui a combien d'individus? On est une trentaine au total à assurer. Ah oui, donc ça fait en moyenne une par nuit pour chacun? Non, en fait, on est une trentaine pour assurer les urgences 24 heures sur 24, mais comme on ne travaille pas 24 heures sur 24, on est plutôt sur un système de vacation. Voilà, vous ne faites rien, en fait. Un peu feignant, c'est vétérinaire. C'est un beau métier, les vétérinaires. On ne travaille pas 24 heures sur 24. En fait, on se relève, donc en moyenne, ça peut être 7 ou 8 interventions. Ah oui, quand même, voilà, quand même. Et vous faites ça dans tous les sens? Alors, vous essayez de vous organiser, comme pour on est un petit peu sectorisé. C'est vrai qu'on essaye de rester dans notre secteur et d'optimiser les déplacements pour que les vétérinaires arrivent le plus rapidement possible sur les lieux de l'accident ou sur l'intervention. Et après, voilà, il y a un caractère d'urgence, il y a un caractère aléatoire qui est fort, qui fait que si on a des grosses urgences et que le vétérinaire est loin, si l'urgence est prioritaire, le vétérinaire ira sur l'urgence prioritaire, même s'il est pas juste à côté. Et c'est là que c'est très important d'avoir le standard téléphonique avec des assistantes formées pour ça, un vétérinaire, et puis un régulateur qui est un vétérinaire, un peu comme qui le SAMU, va juger exactement. Voilà, parce que finalement, il ne s'agit pas d'envoyer quelqu'un pour une petite urgence, alors que juste après il y a une grosse urgence qui arrive. Voilà, donc il faut vraiment. C'est un travail intelligent de régulation et c'est vraiment très important. C'est le SAMU des animaux, quoi. Ouais. C'est le SAMU et SOS médecin. C'est vrai qu'on joue les deux rôles, sachant qu'on gère des grosses urgences, des urgences très graves et de l'urgence un peu moins grave, on va dire. D'accord. Donc on a une palette d'équipes d'urgence très large. Et c'est vrai on classe nos interventions en 3 types. On a ce qui est vraiment prioritaire, auquel cas on essaye d'être là, on va dire, en une vingtaine de minutes maximum. Ah oui, ce qui est bien. Donc dès qu'un vétérinaire est disponible, il y va. On a les urgences, sont des urgences classiques, on intervient en moyenne en 45 minutes. Et les urgences qui sont moins urgentes, c'est-à-dire un animal qui finalement, par téléphone, on a donné quelques conseils, on sait que l'animal peut attendre quelques minutes, et auquel cas on la passera après les urgences prioritaires. Alors, on a des petites photos. C'est vous qu'on voit sur la photo? Voilà, tout à fait. Alors, j'aimerais bien l'avoir en plein écran, mon petit Cédric, qu'on puisse voir un petit peu. Parce que là, je ne sais pas si on voit bien. Est-ce que tu m'entends? Oui, il m'entend, Cédric. Alors là, c'est un gros matou. Voilà, c'est un gros matou. Il a l'air bien pourtant, moi, je trouve. Il a l'air bien. Par contre, c'était un chat qui avait une maladie assez grave, puisqu'il avait le FIV. Donc, le FIV, c'est ce qu'on appelle le sida chez le chat. Ouais. Alors, c'est... Encore une fois, un parallélisme, c'est proche du HIV chez l'homme. Donc il chope tout. Donc il chope tout, c'est une maladie immunosuppressive qui est très grave et pour laquelle on n'a pas de traitement curatif. Donc ce chat avait une plaie au niveau de la patte et c'est vrai que sur un animal qui est en immunodépression, une plaie s'infecte, il faut soigner très rapidement. Et il y a un risque d'infection qui est très important. Donc là, on voit bien que vous êtes au domicile de la personne. Voilà, on voit la nappe avec... on voit la nappe. Des fois, on intervient dans des conditions... c'est brut, c'est-à-dire qu'on arrive chez les gens... Ben oui, vous êtes chez les gens, quoi, donc voilà, c'est normal, c'est une maison, quoi. Les personnes ont rarement un bloc opératoire chez eux, donc on fait comme ça. Ça aussi, c'est incroyable. Mais là, en tout cas, on peut remarquer que le chat, il y a une petite tondeuse, parce qu'effectivement, ce chat qui est blessé, d'ailleurs, je crois qu'il y a la photo un peu plus tard, il y a une autre photo où on voit le chat en intervention avec un champ opératoire, c'est celui-ci. Il y a la petite tondeuse, parce qu'il va être anesthésié, ce chat, donc là, il est ausculté. Simplement pour savoir s'il peut être anesthésié, parce qu'on n'anesthésie pas comme ça les yeux fermés, il faut examiner l'animal, et ensuite il va être tondu de façon à faire une préparation, je dirais, chirurgicale. Il a été opéré il a été opéré au bloc. Il a été resuturé chez la dame, et ensuite le suivi est fait par le vétérinaire habituel. D'accord, au bloc. On a le petit matou en train au bloc opératoire, s'il te plaît, Cédric.